Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là. Je pense que nous sommes très heureux, Jérôme et moi, de participer à cet événement en tant que speaker. C'est ça. Donc, je vous présente Jérôme Masson, consultant DevOps, plutôt Ops chez Triptyque. Nicolas Tournier, consultant Dev. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter un retour d'expérience chez un client autour de la migration d'une application legacy dans un cluster Kubernetes. Alors tout d'abord, on tient à s'excuser. Notre client nous a prévenu hier, et c'est pas une blague, à 13 h en nous disant que son nom, son logo, toute information du client devait disparaître de notre présentation. Du coup, le client s'appelle Toto IT. Le client, c'est moi, parce que c'est une Rex. Donc voilà, désolé pour la petite mise en scène, ça a été préparé à la dernière minute, mais du coup, je vais parler à la place du client. Et du coup, pour vous identifier quand le client parle ou quand Triptyque parle, j'ai mis une petite mise en scène avec une petite casquette. Toto IT, un SI central, plusieurs sous-SI. 10 millions de clients, 10 millions de clients à l'année. Des centaines de milliers d'employés. Alors, malheureusement, je ne pourrais pas vous dire où est-ce qu'ils sont. Et 39 entités réparties quelque part, qui fonctionnent 24 heures sur 24. Un parc avec plusieurs data centers, des technologies qui sont hétéroclites, autant dans les zones de dev, donc multilangage, voire beaucoup trop de langage, et au niveau Ops, beaucoup d'équipements, du bare metal, de la VM, et depuis peu, début d'année, du Kubernetes, sachant qu'il faisait déjà un peu de containerisation, mais aujourd'hui du Kubernetes en production. Alors, vous verrez un petit logo à chaque fois que le client va parler. Donc là, on était en mode interview, donc du coup, Nicolas va m'interroger et je serai le client et je répondrai à sa place parce qu'on a quand même bien préparé avec le client. Donc, entre dans ton rôle client. Jérôme, pourquoi tu as contacté Triptyque pour réaliser ce POC? Du coup, on avait un intérêt pour le DevOps, la conteneurisation, un peu comme tout le monde aujourd'hui. Ça le vend en poupe, donc on s'est dit ouais, top. Puis on voulait travailler avec vous pour voir ce que vous pouviez nous apporter et comment on pouvait intégrer ça dans notre environnement et quels étaient les impacts de l'intégration du cluster Kubernetes, sachant qu'on faisait de la prod avant de vous appeler avec Kubernetes, mais on ne savait pas ce qu'on faisait. Donc du coup, ou un peu moins bien en fait. Et du coup, on aurait aimé savoir que vous nous appreniez et nous accompagniez sur cette production. Okay. Donc, je vais vous détailler l'accompagnement qu'on a eu avec ce client. Donc, tout d'abord, nous avons installé un cluster Kubernetes pour cet environnement de POC. Ensuite, nous l'avons accompagné par des transmissions de connaissances autour d'une application type. Donc, la transmission de connaissances autour des technologies Docker, tout ce qui concerne la CI/CD. Un fil rouge qui a été donc, tout au long de ce transfert de connaissances autour de la sécurité. Et enfin, on a fini sur toute une partie qui concerne les problématiques de log et de monitoring. Enfin, on a fini par transmettre ce qu'on considère être les bonnes pratiques pour faire de la prod. Une fois qu'on a fini cet accompagnement, on a pris une application qui leur appartienne et on l'a migrée vers un cluster Kubernetes. L'objectif, c'était vraiment de prendre le legacy, de modifier le minimum de code possible. D'ailleurs, on n'a rien modifié. Et de le transférer dans le cluster. Donc, je vais vous présenter le déroulé de la présentation. Donc, tout d'abord, dans une première partie, nous allons voir tout ce qui concerne finalement la problématique des images, comment gérer les images, comment les stocker, comment traiter ça. Et on va prendre pour exemple l'application qu'on a migrée. En deuxième partie, nous allons voir tout ce qui va tourner autour de la CI/CD. Donc, quel type d'environnement on a mis en place, quelles équipes vont intervenir dans cet environnement, jusqu'au déploiement dans les clusters. En troisième partie, toute une partie sur monitoring et log. Et enfin, en guise de conclusion, toute la partie sécurité où on va reprendre ces trois parties. Donc, Jérôme,
chers clients, quels sont les types d'applications qui sont maintenues dans votre service? Où sont-elles développées? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur... Du coup, comme très rapidement on vous a présenté, des applications très variées, différents langages, donc comme je disais, du Java, du PHP, il y a du Ruby, de l'Angular, du Node.js, je suis sûr que j'en oublie encore. Différents types d'applications, que ce soit des clients, des applications dédiées aux clients, des applications internes et des applications en site vitrine, et avec des multi-bases de données, du Mongo, du MySQL. Alors, bien sûr, on a bien aimé que tout ça communique entre eux, forcément, hein, donc toutes les applis communiquent au travers d'API. Donc on faisait un peu de microservices et un peu de communication API, comme le cas de beaucoup de gros clients en fait. Et finalement avec des développements internes et externes. Comment sont livrées tes applications? Enfin, comment finalement les développeurs te livrent ce qui doit être déployé? Alors au final, en termes de livraison, c'était jusqu'à actuellement, on avait de l'artefact avec des docs d'install, de la validation de procédures, et aujourd'hui, on a des nouvelles choses qui arrivent parce qu'on nous livre des images Docker. Alors, pourquoi s'être tourné vers le conteneur, donc Docker? Le but, comme tout le monde, j'espère, uniformiser vos artefacts, mutualiser les ressources d'un cluster Kubernetes pour le coup. On trouvait ça intéressant de mutualiser la ressource et de mieux capitaliser au niveau de notre infrastructure. Et finalement, on avait une équipe qui était moteur, comme souvent. Souvent, c'est le métier, surtout quand l'IT est un service et n'est pas le service principal de l'entreprise. Je pense que vous connaissez ça aussi. Est-ce que tu as eu des contraintes internes pour finalement passer au conteneur? Alors, moi j'aime bien le support. Du coup, du Red Hat. Ouais, parce qu'on va faire du Linux, alors on va être gentil, on va faire du Red Hat. Ok. Donc là, on va se placer. Donc là, voici l'organisation de cette société. Donc on a des administrateurs système, des développeurs en interne, beaucoup de développeurs externes, une équipe d'intégration qui va récupérer donc tous ces artefacts pour les déployer en QA ou en pré-prod, et une équipe d'exploitation qui va s'occuper du déploiement en prod. Donc là, dans cette partie consacrée finalement à la maintenance des images Docker, on va s'intéresser à un pipeline CI/CD dédié aux administrateurs système. Donc pour gérer des images Docker, vous avez trois possibilités. Soit vous prenez vos images qui sont sur Docker Store, Docker Hub. Soit vous gérez, vous prenez des images distroless, où vous avez vraiment l'essentiel, c'est-à-dire que vous n'avez même pas d'OS, vous avez le minimum syndical pour développer, pour faire tourner une application. Soit une méthode un peu plus classique, c'est-à-dire prendre l'OS de base, une image de confiance d'OS de base, donc ici elle sera fournie par Red Hat, construire l'environnement qui va permettre de faire tourner l'application. Donc on le résume ici par ce schéma. Donc une image de base fournie par Red Hat, et on va construire donc l'environnement à partir de cette image, pour ensuite la mettre à disposition aux développeurs qui eux, vont mettre leur application dans cette image. Toutes ces images vont être déposées dans une registry. Et dans ce cas-là, nous avons choisi la registry Arbor de VMware. Donc, comme vous le disiez au début, attention, comme vous le disiez au début, fil rouge de sécurité tout au long de ce projet, donc avec un environnement avec des contraintes fortes. Et autre fil rouge, la CI/CD. Donc là, Nicolas vous a présenté une première partie. Autre demande de notre client, finalement, c'était un accompagnement. Alors effectivement, on était sur un POC plus orienté R&D, mais il fallait pouvoir capitaliser sur ce qui était réalisé et apporter des bonnes pratiques pour matcher sur l'entreprise. Donc du coup, nous avons introduit les notions d'Ansible et Packer. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous font de l'Ansible. Est-ce que vous pouvez lever la main rapidement? Ouais, top. Top. C'est un peu plus important au milieu, je suis désolé à gauche, mais et un peu à droite.
Et du coup, la partie build des images avec Packer. L'intérêt de cette partie-là, c'était de pouvoir faciliter et que Ansible joue le rôle de facilitation avec des playbooks relativement minimalistes pour pouvoir gérer les mises à jour, gérer les installations, et donc du coup pouvoir gérer le cache et l'installation d'une image entreprise de base, et la même chose pour les images d'environnement avec l'installation d'un middleware. L'avantage pour le client, avec son part hétéroclite, il pouvait pouvoir capitaliser sur l'utilisation de ces playbooks Ansible à la fois pour ses images Docker et pour ses environnements legacy. Derrière, la registrée Arbor a été choisie. Vous allez le voir pourquoi. Vas-y, slide. Du coup, le client, comme je vous disais, il avait déjà fait du Kubernetes, donc il disposait déjà d'une registrie Nexus. Alors désolé si vous ne voyez pas au fond. Donc il faisait déjà du Nexus et du coup on a dû bencher un autre produit. Donc notre choix s'est orienté vers Arbor. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas, on cherchait de l'open source. Donc du coup avec Docker, il existe une registrie open source, sauf qu'elle ne portait pas toutes les fonctionnalités dont on avait besoin. Notamment une des fonctionnalités au niveau de la sécurité, qui était le Helm provenance. Donc la capacité à signer les images, et une autre capacité qui était le scanning des conteneurs. Donc du coup, je pense que certains d'entre vous connaissent Notary sur les signatures d'images Docker, pour ceux qui sont un peu plus avancés et qui souhaitent faire un peu de sécurité. Notary, quel est le but? Signer son image et dire « Ok, je trust la personne qui a signé, et donc j'autorise à venir sur ma production, donc je l'autorise à venir sur mon Docker, et ça veut dire que je peux la lancer. » Sauf que Kubernetes le gère pas, il faut être clair, ou le gère pas bien. Il y a des moyens de le faire un peu différemment. Et donc, du coup, on a introduit la notion de Helm provenance, qui vous permet de signer le repository et donc d'éviter les attaques man in the middle dans votre environnement. Donc, le Helm provenance, vous allez signer finalement le repository sur lequel vous allez chercher votre Helm chart et vous allez truster le Helm chart qui va venir dans votre production pour faire l'installation. Donc pour faire cela, donc on a pris une application de l'entreprise. Est-ce que tu peux me dire comment on a sélectionné cette application ? Du coup, finalement, on voulait se focus sur l'accompagnement que vous pouviez nous apporter. Donc du coup, on voulait qu'il y ait suffisamment de techno pour parler de microservices. Donc l'intérêt d'avoir plusieurs conteneurs sur une application dans du Kubernetes. Mais en même temps, on voulait se concentrer sur cette mise en conteneur et non pas sur la complexité que vous pouviez nous apporter, ne serait-ce qu'à modification du code. Donc du coup, on voulait limiter tout ça. Et donc voilà, on cherchait le juste milieu entre les deux. Et on voulait aussi qu'il y ait plusieurs technos pour bien montrer la communication au niveau API. Donc l'application qui a été sélectionnée est développée en Ruby. Il utilise le framework Ruby on Rails. Cette application va communiquer avec deux systèmes de base de données, une base Mongo et une base Elastic. Donc ce qu'on voit sur ce schéma, c'est finalement l'ensemble des images qu'on va devoir gérer pour une seule application. Donc on voit qu'on part de l'OS, Red Hat, et que pour faire une image élastique, on va se reposer sur une image Java 8. Pour la base de données Mongo, on va pouvoir la construire directement à partir de l'OS. Et pour l'image applicative, alors on va devoir construire plusieurs images intermédiaires, dont une pour Ruby avec le framework Ruby on Rails, et une Nginx avec l'add-on Passenger pour pouvoir faire tourner cette application Ruby. On voit aussi sur le schéma un quatrième onglet qui concerne les jobs qui sont joués sur cette application. Et ils ont besoin d'une image Java 10, parce qu'ils ont été développés de cette façon-là. Et le fait que ces jobs sont fortement liés à l'application, on ne va pas pouvoir les séparer. C'est-à-dire que dans ce cas-là, uniquement, on va rajouter une couche, un layer Java 10, pour pouvoir exécuter les jobs. Ce qu'on veut vous montrer, c'est que pour maintenir ce socle d'images, donc 9 images, qu'est-ce qui se passe si je mets une image à jour? C'est-à-dire, si l'OS se met à jour, je vais devoir remettre à jour tout le socle. Si j'ai juste l'image Nginx à mettre à jour, alors je ne vais pas rebuilder tout le socle. Je vais juste rebuilder ici l'image Java 10 et les applications.
C'est un peu ce que montre ce schéma, c'est-à-dire que dès qu'une image de base doit être maintenue, mise à jour pour des questions de sécurité ou pour d'autres raisons, alors l'image applicative doit être mise à jour. Mais également, l'image applicative peut avoir des besoins nouveaux. Donc dans ce cas-là, le socle va devoir aussi se mettre à jour. Donc là, on va faire un petit peu d'abstraction, c'est-à-dire qu'on va se placer dans un cas simple où donc j'ai mon OS qui va être CentOS et j'ai deux images à maintenir, ici Java 8 et Java 11. Dans ce cas-là, si je veux mettre à jour si je dois mettre à jour mon CentOS, alors c'est trois images qui doivent être mises à jour. Le deuxième cas, c'est que si on a une image qui repose sur un ou une autre image, donc là on est dans un cas un peu plus complexe, qui n'arrive pas souvent, mais dans ce cas-là, par exemple, donc, on a une image Java 8 qui peut reposer sur un OS CentOS ou sur un OS Debian. Si un des deux se met à jour, alors mon image Java doit se mettre à jour, mais on doit ici introduire une convention de nommage qui va nous permettre d'un peu retrouver nos petits. Donc on va rajouter la traçabilité finalement du build de cette image Java 8 en inscrivant dans le tag la version sur laquelle repose cette image. On rajoute aussi cette information dans les Dockerfiles au niveau des labels pour avoir cette traçabilité justement en faisant un Docker inspect. Donc pour construire ce type de socle qui va pouvoir maintenir donc, notre ensemble d'images, nous avons besoin donc, de Jenkins, on s'est basé là-dessus, de Docker, des plugins initiaux suggérés à l'installation, plus un petit plugin pour paramétriser, pour variabiliser finalement nos pipelines, et d'une registry, ici à Arbor. Vous pouvez retrouver donc, les codes sources de ce POC sur mon GitHub à l'adresse suivante. Donc là, je vais vous montrer assez rapidement comment sont gérés les pipelines Jenkins pour faire ce type d'opération. Donc en fait, on a besoin de trois informations. Donc si on se place, par exemple, dans ce cas-là, dans le cas où on a donc, notre OS, une image Java 8 et une image élastique, pour construire mon image Java, j'ai besoin des informations de mon OS. Donc toutes ces informations, toutes ces variables, je vais les inscrire dans l'onglet, dans l'objet parameters. Ici, je vais avoir donc toutes les informations en provenance de l'image sur laquelle je me repose pour construire mon build finalement. Dans les variables d'environnement, je vais inscrire les informations qui sont propres à l'image que je suis en train de construire. On fait plusieurs étapes, donc les étapes de build, peut-être de test. Peu importe comment on fait notre build, si on le fait de manière classique avec Docker ou en utilisant Packer avec Ansible, à la fin, on va déclencher les jobs suivants, les jobs sur lesquels finalement repose cette image. Dans notre exemple, pour déclencher un job Elastic à partir de Java, je vais mettre dans mon tableau build parameters l'ensemble des variables dont Elastic aura besoin pour pouvoir se construire. Et enfin, je lance le job. Donc, du coup, ce que vous venez de voir là, on parle donc de la CI/CD. Tu peux remettre ta casquette de client, s'il te plaît? Ah oui, c'est vrai. Pardon, excusez-moi. Donc, c'est pas Tripty qui conclut, c'est le client. Mise en place d'une CI/CD pour le système. Donc vous voyez que déjà, on parle d'une CI/CD pour les ops admin 6. On ne parle pas de CI/CD pour les autres pour le moment. Donc déjà, il y a des notions qui commencent à venir et comment on peut faire un accompagnement sur ce sujet-là. Une analogie avec la mise en place de VM grâce à Ansible. L'automatisation sur les mises à jour, donc comment faire de la fréquence de mise à jour régulière, répétée et finalement automatisée et facilitée, avec des ensembles des images d'entreprise à disposition des devs, donc ce qui vont nous permettre au niveau de l'environnement de développement de faire quelques éléments.
Les perspectives pour nous, effectivement, c'était avant de passer au conteneur, c'était automatiser certaines des opérations manuelles qu'on pouvait avoir au sein de la structure et qui vont nous permettre, grâce à Ansible et Terraform, d'évoluer et d'atteindre des objectifs d'automatisation et d'utiliser des pipelines Jenkins avec d'autres éléments et de pouvoir mutualiser ce changement avec Packer. Ok. Donc, ceci conclut notre première partie. Nous enchaînons maintenant sur toute la partie CI/CD. Donc, on voit que... Merci. On voit qu'on va construire plusieurs pipelines. Est-ce que c'est un problème pour vous? Est-ce que on n'est pas dans du continuous jusqu'à la delivery, en fait? Est-ce que ça pose Non, du coup, dans l'accompagnement, c'est exactement ce qui a matché avec notre besoin par rapport aux multi-équipes qui ont parfois du mal à pouvoir facilement interagir et communiquer. Et finalement, on avait du mal à se focus sur un pipeline mono, c'est-à-dire une forge logicielle unique avec un pipeline CI/CD complet en intégrant toutes les équipes. Bon, maintenant, on se place du côté des développeurs, internes ou externes. Dans ce cas-là, on n'est pas intervenu sur les chaînes d'intégration de ces équipes. On est plus intervenu comme assistant pour préparer correctement finalement les déploiements et montrer comment un développeur peut travailler dans un univers containerisé, préparer son environnement sur son poste, faire des Docker Compose pour montrer que finalement tous les conteneurs communiquent bien ensemble. Une fois que finalement ce travail est fait, que ça marche, que les tests passent, et que donc le Docker Compose est créé, ça devient facile, ou ça facilite la traduction finalement en fichier de configuration Kubernetes pour les intégrateurs. Alors, comme on vous le disait, fil rouge sécurité. Hop, on reprend la casquette triptyque cette fois-ci, donc sans casquette. Et donc, on va introduire la notion sur les livraisons de trust. Donc, il faut que je trust qui me livre la source, surtout quand c'est des images Docker, potentiellement. Et donc, du coup, on va réintroduire la notion de scanning de sécurité sur des bases de scan CVE et la notion de notary pour que truster l'image qui m'arrive et être sûr qu'elle provienne d'une source fiable. Du côté des intégrateurs, donc, ils récupèrent plus des artefacts, mais ils récupèrent des images applicatives. Ou pas, justement. C'est là qu'il y a une discussion entre les équipes. Si le build est fait par les développeurs externes, on peut récupérer que du code et construire les images. Si le développement est fait par l'équipe interne, alors ils sont déjà sensibilisés aux besoins de l'entreprise. Donc ils vont pouvoir déjà commencer à builder des images Docker. Donc là, la problématique, c'était comment finalement se placer. Quel est le curseur? Soit on est en fin de chaîne d'intégration, soit on commence la chaîne de déploiement. Les intégrateurs vont déployer, donc une fois qu'ils se sont mis d'accord avec les développeurs, ils vont déployer dans leur environnement. Donc tout d'abord en QA, pour valider finalement les opérations, valider que l'application marche bien, et rejouer cela en pré-prod. Du coup, on réintroduit la notion de sécurité encore à cette étape-là. Comme en fait, vous voyez qu'à chaque étape, finalement, on se retrouve avec un pipeline dédié à la zone dans laquelle on se trouve. On va devoir, et vu qu'on a des livraisons externes, refaire une signature d'image, parce que l'image va aller plus loin. Mais comment je peux m'assurer que ce qui est venu était trusté, et derrière, le travail qui a été fait doit aussi être trusté. Donc les notions de sécurité avec ce client étaient très très fortes. Et donc du coup, on a proposé à chaque étape et à chaque itération de faire de la signature, comme normalement on doit le faire déjà avec Notary. L'introduction ici de Helm pour l'objectif final de pouvoir écrire des templates au niveau des déploiements Kubernetes, et toujours la notion de CVE scanning, parce que je ne fais pas confiance même aux développeurs internes. Derrière, dernier point, alors je ne sais pas si vous voyez en bas à droite, ou en bas à gauche pour vous, c'est Jenkins qui apparaît. Jenkins pilote quand même toutes les étapes, et derrière, en fait, pour s'assurer
que le travail est sécurisé, je vais limiter les droits d'accès de mon utilisateur Jenkins à un instant T. On peut très bien le faire avec LMTR, si vous voulez, on en discute après, il n'y a pas de souci, c'est clairement faisable et très facile même. Mais du coup, pour Jenkins, on peut le faire aussi, on va limiter les droits d'accès des users Jenkins par rapport à un namespace ou carrément par rapport à une application pour éviter les effets de bord et les problèmes de sécurité. Le cas du déploiement sur Kubernetes est aussi piloté par Jenkins, comme on vient de le dire. Les fichiers de configuration de ce déploiement sont à part, c'est-à-dire qu'on a vraiment un fichier, un dépôt dédié au code source, un dépôt dédié au déploiement, donc fichier de configuration. Comment ça se passe? Qu'on soit dans un univers dans un namespace de dev ou de QA, l'image est récupérée sur la registry. Les fichiers de configuration sont appliqués et le déploiement a lieu dans le cluster. Ce qu'on essaie de montrer là, c'est qu'il peut y avoir des fichiers de configuration qui sont communs aux deux namespaces et des fichiers qui sont vraiment spécifiques comme les fichiers de conf ou les secrets. Donc, ce qui conclut finalement cette partie accompagnement autour de la CI/CD. Maintenant, on va parler donc de monitoring et de log. Donc, remets ta casquette de... Allez, c'est parti. Mais est-ce que tu as des contraintes au niveau des logs et des monitoring? Je suppose que oui, alors, comme tout le monde. Dans l'environnement dans lequel on travaille, et c'est pas non plus une blague, hein, nous avons des nécessités de conservation de logs. Pour certains qui font du bancaire, ils le savent aussi, sachant que c'est pas un client qui fait du bancaire, donc j'ai le droit de le dire. Du coup, on a une obligation de conservation de log qui peut être très très longue, mais qui aussi va dépendre de l'application sur laquelle je fais du log. Est-ce que j'ai des données clients, pas clients? Est-ce que j'ai quelles données transitent? Et du coup, va impérativement même avoir des impositions légales sur le temps de rétention. Du coup, on a déjà des outils internes et puis on aimerait bien que vous vous pluguiez dessus. Malheureusement, on va squeezer les questions suivantes. Parce que du coup, on va rouler les questions. Qu'en est-il au niveau de la problématique de centralisation des logs? Du coup, on a des grosses contraintes. On veut que vous centralisiez. Maintenant, à vous de vous adapter à nos contraintes, que ce soit au niveau logging, APM et autres. Donc, comme vous le voyez sur la partie monitoring, faire un accompagnement avec un client qui a des contraintes, tout à l'heure on a vu une conf assez sympa avec Splunk, qui était assez intéressante à regarder. Nous on est parti sur d'autres technos, mais le mindset est le même. Aujourd'hui, l'idée c'est de dire ok, le client connaît Kubernetes, mais est-ce qu'il sait quels objets il doit monitorer? Là, on parle de logging pour l'essentiel. Pour ceux qui connaissent, on parle de la stack EFK. Mais du coup, quels objets dans le cluster il doit monitorer, que ce soit au niveau de l'hôte, au niveau du cluster, au niveau des services, au niveau des pods, au niveau des réplicas, au niveau des services. Il y a quoi encore? Kubelet, l'API manager, le control manager, et ainsi de suite. Donc vous avez énormément d'objets dans le cluster Kubernetes. Et je n'ai pas encore parlé des volumes, je n'ai pas encore parlé des namespaces, je n'ai pas encore parlé des secrets. Donc du coup, vous avez un schéma relativement simple de monitoring d'un cluster. Donc avec FluentD qui se connecte sur l'ensemble de mes VM, qui va aller récupérer l'information que je lui demande de récupérer, qui va aller me centraliser ça dans un élastique. Derrière, le dashboard Kibana va me permettre de mettre ça humainement compréhensible, puis pouvoir agréger et faire des recherches dans mes logs élastiques. Avec les fonctionnalités open source, on arrive à avoir quelques trucs sympas, notamment la partie APM et autres. Je ne suis pas là pour faire l'apologie d'Elastic, mais ça reste une stack qui est suffisamment intéressante. Par rapport à l'accompagnement, on parlait de centralisation. Et donc le client avait un serveur central. Alors, il devait nous dire ce que c'était, mais du coup, vous ne le saurez pas, malheureusement. Désolé. Par contre, vous voyez ici qu'on parle de flux différents. Donc, on a des flux de couleurs qui sortent de nos clusters. Donc, on avait X clusters. Là, je vous en montre 2 parce que sinon, le schéma devient indigeste. Et du coup, mes logs devaient remonter d'une manière différente en fonction du type d'application, devaient être dédoublés pour être à la fois stockés au niveau du cluster pour pouvoir donner accès à mes équipes qui traitaient sur le cluster, que ce soit mes devs, mes ops sur la production ou mes équipes d'exploit, mais aussi centraliser les logs par rapport à mes contraintes légales. Donc, c'est-à-dire que le client devait pouvoir avoir un dédoublement de ses logs et du coup un temps de rétention différent en fonction du cluster et du serveur sur lequel se trouvaient ces logs.
Finalement, on a reproduit exactement la même chose avec la partie monitoring. Pourquoi on est parti sur du Prometheus? Alors, j'espère que vous faites tout du Prometheus sur Kubernetes. Hein, c'est natif, c'est hébergé par la CNCF et c'est open source. Voilà, quelques raisons. Derrière, le dashboard Grafana va avoir un système de dashboarding assez sympathique qui va me permettre de mettre en forme ce que je vois et ce que j'ai stocké dans Prometheus. Derrière, on va utiliser l'alerting de Prometheus, pas celui de Grafana. Celui de Grafana, c'est bien pour faire quand on a des grands écrans comme ça. On va pouvoir mettre des lives de mes dashboards qui tournent et tout. Donc pour ceux qui connaissent, pareil, c'est assez sympa et c'est pour ça qu'on est parti sur ces solutions-là. Autre point important, donc vous voyez qu'ici, pareil, sur la partie monitoring, le client était précurseur d'un travail qui était fait avec une solution, je ne peux pas le dire, mais solution grand compte de monitoring. Ils étaient précurseurs dans la création d'un plugin spécialisé au niveau Prometheus. Et donc, ce qui me permettait de faire de la centralisation de logs et d'externaliser les logs Prometheus de mes clusters pour les amener dans le serveur centralisé. L'autre contrainte qu'on avait par rapport à ce travail-là, c'était de pouvoir et de faire que l'installation soit complètement automatisée. Donc là, on avait 99% des installations que vous venez de voir qui étaient totalement automatisées dans le déploiement Kubernetes. Il y a eu quasiment, peut-être 3% de configuration manuelle. Tout le reste était 100% automatisé via des config maps, des secrets et des fichiers de déploiement. Donc nous allons conclure sous l'angle finalement de la sécurité. Donc pour cela, j'ai quelques questions pour toi. Finalement, quelles sont tes contraintes de sécurité? Enfin plutôt, dans quel domaine tu as des contraintes de sécurité? Alors, je ne peux pas te dire dans quel domaine, mais je peux te dire sur quel sujet. Oui. C'est différent, mais sécurisation de data, là je pense qu'on est d'accord, la sécu. Persistance, sauvegarde, est-ce que c'est de la sécurité? Oui, si je ne sais pas quoi sauvegarder, oui, finalement, si je ne sais pas quoi protéger dans mes sauvegardes, pareil. Cloisonnement applicatif, alors est-ce que Kubernetes va me permettre de cloisonner mes applications? Les namespaces c'est bien, Network Policy c'est bien, mais est-ce que voilà, ça va faire le job? Et du coup, chiffrement, canal de communication avec les CNI. Je sais qu'il y avait une conf aujourd'hui. Je ne sais pas si on en a parlé. T'en as parlé ou pas? Ouh, c'est pas bien. Allez. Bon. Donc, avec tout ce qu'on a vu, est-ce que tu penses que les aspects sécurité sont réalisables avec les outils natifs? Alors, réalisable, oui. Là, je pourrais mettre la Access en double. Hein. On a eu le même constat avec le client, donc il n'y a rien eu d'orienté sur la discussion. Le client avait totale liberté pour changer les discussions qu'on avait, et c'est lui-même qui a fait les réponses avec nous. Donc, au niveau de la délai de mise en place, effectivement, c'est long. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de sécuriser un cluster Kubernetes manuellement. Ça peut être relativement long pour bien le faire. Je parle pour bien le faire et pour ne pas laisser de porte ouverte. Au niveau des coûts de licence, c'est zéro, hein, c'est de l'humain. Donc, par contre, au niveau de l'humain, pour maintenir tout ça, ça coûte relativement cher, surtout si on prend quelqu'un de bon pour le faire. Et donc, si je te parle sur un aspect avec des licences, finalement, des moyens licenciés du coup, on avait benché quelques solutions et on s'est rendu compte que la solution, je l'installe, c'est tout prêt. Mais par contre, ça coûte assez cher. Alors, assez cher, tout est relatif. En fonction du client, c'est peanuts. Et puis, pour d'autres clients, c'est très cher. La question, c'est pourquoi. Mais par contre, au niveau du moyen humain, ça restait faible, mais moyen. Ça veut dire qu'en fait, il y a quand même un travail qui doit être fait par les équipes, que ce soit en open source ou en licencié, pour monter en compétences et être capable de gérer ça. Hop, je l'enlève. Là, c'est moi qui conclue. Donc finalement, fil rouge et fil de clôture du sujet avec ce client-là. On parlait donc de sécurité. Donc pour vous faire une redite de ce que j'ai déjà dit sur les images Docker, donc là je parle d'images Docker, il n'y a rien d'autre. Déjà, quand vous faites du Docker, même sans faire de Kubernetes, signature des images, fréquence de mise à jour, capitalisée. Et donc du coup, c'était le maître mot de notre dialogue tout au long du transfert de compétences qu'on a réalisé. C'était mettez à jour régulièrement, mais très régulièrement. Ne restez pas avec une production sans mise à jour, surtout quand vous faites du conteneur. Au niveau de la CI/CD, scan CVE dans la CI/CD, ça ne sert à rien de faire des builds si vous avez une faille de sécu qui est critique. Gagnez du temps, donc faites des scans réguliers, ça ne coûte pas cher.
et ça se fait bien. Pour l'infrastructure, donc on parle souvent de TDD pour les devs. Je ne sais pas si, en termes de TDD ici, vous en faites ou pas dans votre société. Rapidement, levez la main. TDD, Test Driven Development. Ah non, ouh, mon Dieu. Et du coup, est-ce que vous le faites au niveau Ops? TDI, Test Driven Infrastructure? Même pas toi. Ouh. Donc du coup, vous allez vous rendre compte que si on intègre ça dans les pipelines d'intégration continue, test de conformance, test d'infrastructure, pour valider mon infrastructure. Pas grand monde le fait, derrière vous allez capitaliser sur le travail qui est réalisé et vous allez fluidifier votre mise en production automatique et vous allez vous assurer que votre mise en production n'aura pas de problème parce que vous vous assurez de l'acceptance de ce que vous envoyez en production. Au niveau monitoring, donc en fait mon maître mot, alors ça j'ai eu des longues discussions, mon maître mot c'est de savoir ce qui se passe. Ça ne sert à rien de vouloir tout monitorer, tout loguer, avoir des alertes de partout, vous ne les regarderez jamais. Par contre, sachez ce qu'il se passe, enlever ou ajouter des nouvelles infos, et en cas d'audit et de problématique, vous pourrez toujours voir ce qui est passé, pouvoir analyser ça calmement, et du coup évoluer et mettre de nouveaux triggers pour générer des alertes. Au niveau sécurité, donc du coup ce matin, ce monsieur là-bas a parlé un peu de Network Policy, je suppose, dans les CNI. Network Policy, c'est quoi? C'est le filtrage firewalling applicatif via Kubernetes, qui va me permettre de m'assurer que mon utilisateur externe n'a accès qu'à une application et pas le reste, et ainsi de suite au niveau applicatif. Derrière, une notion qui est intéressante à introduire, c'est l'OIDC, OpenID Connect, où en fait mon utilisateur qui a des droits dans le cluster va devoir se connecter à un identity provider externe, et Kubernetes ne s'occupera que de faire de l'authentification de son token, ce qui va me permettre de révoquer des droits utilisateurs, ce que je ne peux pas faire avec des certificats. Quand vous révoquez un certificat, ça ne fonctionne pas dans Kubernetes. Retenez-le, il ne gère pas la révocation. Donc au niveau sécurité, je vais passer rapidement, je vous en parlais. Signature des images, trustez votre source. Donc on ne truste pas un Docker Hub. J'ai rien contre Docker, c'est pas une problématique pour moi. On ne truste pas Docker Hub comme on ne truste pas une image CentOS qu'on installe, comme je ne truste pas du Red Hat. C'est-à-dire, je ne fais pas confiance à Red Hat. Je ne fais confiance à personne, je fais confiance à mes équipes uniquement. Et donc mes équipes doivent scanner, sécuriser, signer, et à partir de là, je peux envoyer plus loin. Au niveau du produit qui a été retenu, en plus vous le verrez, il est un peu plus loin là-bas, on a retenu la solution NoVector, de par la simplicité, et clairement, hein, c'est vraiment la simplicité qui a été intéressante pour nous, et la partie firewalling intercontainer, donc c'est-à-dire faire plus loin que ce que peut simplement faire une network policy, où là on va faire du firewalling natif, et on va couper les cartes réseau en cas de problématique, on va pouvoir faire de l'apprentissage, on va pouvoir faire du syslog, de remontée d'informations, et on a fait le test en temps réel, avec une modification du conteneur, où un scan de sécurité s'est relancé, une alerte syslog a été remontée sur le serveur central. C'est-à-dire que dès que vous avez une modification de votre conteneur non désiré, automatiquement vous avez un trigger qui est remonté dans votre production. Ça, je pense que c'est quand même pas trop mal comme solution. Voilà, nous allons conclure sur donc, notre intervention auprès de cette entreprise. Donc, chez Triptych, on essaie de travailler par des méthodes agiles, et c'est ce qu'on a fait avec ce client. Donc, qu'est-ce que tu penses finalement de cette méthode de travail qu'on vous a proposée? Moi, j'ai été convaincu, et c'est clairement les mots qu'on nous a donnés. Par contre, effectivement, l'appliquer, c'est pas gagné, c'est difficile de pouvoir sensibiliser, mais par contre, totalement convaincu par le principe de l'agilité et de savoir comment l'amener. Ensuite, donc dans l'accompagnement, on a finalement étudié toutes les problématiques qu'on pouvait avoir sur le cluster Kubernetes. Qu'est-ce que tu penses de cette solution? Est-ce qu'on t'a éclairé sur certaines problématiques ou... Du coup, par rapport au travail qui a été réalisé, ça nous a permis de bien cerner les actions qui devaient être menées auprès de certaines équipes, donc notamment les multi-pipelines, parce que pour le moment, c'était la solution la plus pérenne et la plus rapide à mettre en place chez nous. Et derrière, on s'est rendu compte de la courbe d'apprentissage du produit et la difficulté qu'on pouvait avoir à gérer notre production actuelle. Et pour conclure la conclusion, est-ce que tu penses que finalement tout ce qu'on a fait a été une réussite? La petite blague, c'est qu'on nous a dit vous n'avez rien fait, vous ne l'avez pas mis en production.
sachant que derrière, la réalité, c'est qu'effectivement, le client nous a dit oui, je suis convaincu, oui, c'est une réussite, le POC R&D nous a permis de pouvoir mieux comprendre notre production actuelle, et sachant qu'en fait, le client, sans nous le dire, a fait quelques transferts d'informations entre les deux équipes, alors qu'on faisait un R&D, il a mis ça en production en temps réel pendant qu'on faisait la R&D avec eux. Et derrière, là c'est pour Nicolas, le dernier lot qui a été effectué a incité les équipes qui ont mis en place la première application Kubernetes pour cette société-là, les a incités à en mettre une deuxième, malgré les problèmes qu'ils ont rencontrés sur la première. Donc là, j'ai envie d'applaudir Nicolas, et ce sera la fin de notre discussion. Merci.